Le petit déjeuner n'avait jamais semblé aussi vide. Élisabeth Moreau fixait sa tasse de café, observant les volutes de vapeur qui s'élevaient lentement dans l'air frais du matin. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Antoine avait fermé les yeux pour la dernière fois. Mais le silence de la maison résonnait encore comme un cri sourd dans sa poitrine. 42 ans de mariage, effacés par un infarctus soudain qui avait emporté son mari en quelques secondes, sans même lui laisser le temps de lui dire au revoir. La sonnerie du téléphone brisa le silence, comme un éclair dans un ciel d'été. Élisabeth sursauta, renversant quelques gouttes de café sur la nappe en dentelle qu'Antoine lui avait offerte pour leur 35e anniversaire. Elle essuya machinalement la tache avec son pouce, tout en décrochant. « Maman, c'est Philippe !» La voix de son fils aîné résonnait étrangement formelle. Élisabeth ne put s'empêcher de sourire malgré tout. Les appels de ses enfants étaient devenus si rares depuis la mort d'Antoine, comme s'ils avaient peur que le veuvage fût contagieux. « Philippe, quelle surprise !» répondit-elle en essayant de masquer l'émotion dans sa voix. « Comment vas-tu? Et Claire? Les enfants? Tout le monde va bien, maman. Écoute, Étienne et moi, on pensait... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis. On voudrait t'inviter à dîner vendredi soir chez nous. Claire a insisté pour que ce soit chez nous, tu comprends? » Élisabeth resta silencieuse un moment. Un dîner? Ses fils ne l'avaient pas invitée depuis... Elle ne se souvenait même plus quand. Avant la mort d'Antoine, certainement. Des visites obligatoires pour les anniversaires, des appels rapides pour Noël, et maintenant, soudainement, un dîner? « Maman, tu es toujours là? »« Oui, oui, » s'empressa-t-elle de répondre. « C'est juste que... C'est inattendu. J'en serais ravi, bien sûr. »« Parfait. Disons 19 heures, alors. Tu n'auras pas de problème pour venir. Tu conduis toujours, n'est-ce pas? »« Je ne suis pas encore grabataire, Philippe, » répondit Élisabeth avec un petit rire forcé. « J'ai 62 ans, pas 90. » La conversation se termina rapidement après quelques banalités échangées. Élisabeth reposa le téléphone et retourna à sa tasse de café désormais tiède. Quelque chose dans la voix de son fils l'avait troublée, une sorte d'empressement mal dissimulé. Elle secoua la tête. Peut-être imaginait-elle des choses. Peut-être que ses enfants réalisaient enfin qu'elle était seule maintenant. Les jours qui suivirent passèrent avec une lenteur calculée. Élisabeth se surprit à choisir sa tenue avec un soin particulier. Une élégante robe bleu marine qu'Antoine aimait tant, un léger maquillage pour raviver son teint et le collier de perles qu'il lui avait offert pour leur 20e anniversaire. Ses cheveux auburn, soigneusement coiffés, encadraient son visage où quelques rides racontaient silencieusement l'histoire d'une vie bien remplie. La maison de Philippe et Claire était exactement comme Élisabeth s'en souvenait. Imposante, impeccablement décorée et étrangement froide. Une maison de magazine plutôt qu'un foyer. Claire l'accueillit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Élisabeth, vous êtes ravissante !» s'exclama-t-elle en l'embrassant sur les 2 joues, un geste aussi superficiel que la relation qu'elles entretenaient depuis 15 ans. « Merci, Claire, c'est gentil de m'avoir invitée. Ne me remerciez pas, c'était l'idée des garçons. Ils avaient tellement envie de vous voir. » Élisabeth suivit sa belle-fille dans le salon, où Philippe discutait avec Étienne et Sophie. Les conversations s'arrêtèrent brusquement à son entrée, comme si elle avait interrompu quelque chose d'important. Un silence gêné s'installa avant que Philippe ne se lève pour l'embrasser. « Maman, tu es magnifique !» dit-il avec ce sourire professionnel qu'il utilisait avec ses clients. « Le veuvage te va bien. » Élisabeth tressaillit intérieurement, mais garda son sourire. « J'essaie de tenir le coup, » répondit-elle simplement. Le dîner commença dans une ambiance étrangement tendue. Élisabeth observait ses fils et leurs épouses, captant des regards échangés, des signes de tête discrets, comme s'ils attendaient le moment propice pour quelque chose. Elle joua avec sa nourriture, sentant l'appétit la quitter à mesure que son malaise grandissait. Ce fut au dessert que Claire laissa tomber la première bombe avec la nonchalance étudiée d'une actrice récitant un texte appris par cœur. « Élisabeth, nous avons visité une résidence merveilleuse la semaine dernière, les jardins de Montmorency. C'est un endroit charmant, vraiment. Vous allez adorer leur programme d'activités. Ils organisent même un bingo tous les mercredis et dimanches. » Élisabeth reposa lentement sa cuillère.
le cliquetis contre la porcelaine fine, résonnant comme un glas dans le silence soudain de la salle à manger. « Une résidence » répéta-t-elle doucement, son regard passant de Claire à ses fils, qui semblaient soudain fascinés par le contenu de leurs assiettes. « Pour personnes âgées autonomes », précisa Étienne avec un sourire qu'il voulait rassurant. « Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est un lieu de vie premium pour seniors indépendants. Tu aurais ton propre appartement. »« Je comprends », dit lentement Élisabeth, bien qu'elle commençât à comprendre beaucoup plus que ce que ses enfants imaginaient. « Et pourquoi pensez-vous que j'aurais besoin d'un tel endroit ?» Philippe prit alors les choses en main, glissant naturellement dans son rôle de conseiller financier. « Maman, soyons réalistes. Cette grande maison est devenue beaucoup trop pour toi seule. L'entretien, les escaliers, le jardin, et puis, il y a la sécurité. Tu vis seule maintenant. Nous nous inquiétons pour toi. » Élisabeth hocha la tête, son visage masquant parfaitement la tempête qui commençait à faire rage en elle. Ses enfants continuèrent, exposant leurs plans soigneusement orchestrés, vendre la maison familiale, optimiser ses placements financiers, la protéger d'elle-même. Chaque mot était un coup de poignard déguisé en geste d'amour. Mais ce qui la blessait le plus, c'était de réaliser que ce dîner n'était pas une invitation, c'était une embuscade. « Bien sûr, je comprends votre inquiétude, » murmura Élisabeth, le regard baissé sur sa tasse de thé. Elle observa le reflet de la lumière sur le liquide ambré, cachant ainsi la lueur de détermination qui venait de s'allumer dans ses yeux verts. « Après tout, vous ne pensez qu'à mon bien-être ?» Sophie, la femme d'Étienne, s'empressa d'acquiescer avec un enthousiasme presque indécent. « Exactement. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité. Et puis, imaginez le poids que ça enlèverait de vos épaules. Plus de jardins à entretenir, plus de factures compliquées à gérer, plus de soucis avec cette vieille maison qui tombe en ruine. » Élisabeth retint un sourire amer. La vieille maison qui tombe en ruine était en réalité une demeure cossue dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, entièrement rénovée 3 ans auparavant par Antoine, une propriété estimée à plus d'1 million d'euros. Et financièrement, enchaîna Philippe en sortant une tablette de sa sacoche, j'ai fait quelques projections. La vente de la maison, combinée à l'assurance vie de papa et à vos économies, représente un capital considérable. Je pourrais le faire fructifier avec des stratégies d'investissement plus agressives, répéta doucement Élisabeth. Des placements à meilleur rendement. Tu sais, maman, tu as toujours été trop conservatrice avec ton argent. C'est le moment de penser à l'avenir, à l'héritage que tu laisseras. L'héritage. Voilà donc le mot qui n'osait pas encore se dire ouvertement. Élisabeth but une gorgée de thé pour dissimuler le tremblement de ses lèvres. Ce n'était pas de la tristesse qui la faisait trembler, mais une colère froide qui montait en elle comme une marée silencieuse. « Et combien coûte cette résidence merveilleuse ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre. Claire et Philippe échangèrent un regard rapide. « C'est un investissement, bien sûr, » commença Claire avec précaution. « Environ 5 000 € par mois. Mais ça inclut tellement de services. Les repas, le ménage, les activités. 5 000 € par mois, répéta Élisabeth. 60 000 € par an, plus de la moitié de sa pension. Mais avec une bonne gestion de ton capital, intervint Philippe, ce ne serait pas un problème. J'ai tout calculé. J'en suis certaine, pensa Élisabeth. Tu as tout calculé, jusqu'au dernier centime que tu pourrais tirer de ma bonne gestion. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard pour Élisabeth. Elle hocha la tête aux moments appropriés, posa les questions qu'ils attendaient d'elle, joua le rôle de la mère vieillissante, vulnérable et impressionnable qu'ils voulaient voir. Quand Étienne proposa de prendre rendez-vous pour visiter les jardins de Montmorency la semaine suivante, elle accepta avec un sourire reconnaissant. « Vous êtes tellement prévenant, » dit-elle en embrassant ses fils au moment du départ. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Sur le chemin du retour, seule dans sa voiture, Élisabeth laissa enfin tomber le masque. Une larme solitaire coula sur sa joue, non pas de tristesse, mais de déception profonde. Antoine lui avait toujours dit que leurs fils étaient des hommes pragmatiques, orientés vers la réussite matérielle. « Ils tiennent ça de mon côté de la famille », plaisantait-il.
Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse être si calculateur. La maison était silencieuse quand elle rentra, mais pour la première fois depuis la mort d'Antoine, ce silence lui parut précieux. Un espace à elle, son refuge. Elle monta directement dans son bureau, la pièce qu'Antoine appelait affectueusement le quartier général, et alluma son ordinateur. Antoine avait peut-être été un rêveur romantique, mais il était aussi un homme prévoyant. Élisabeth, lui avait-il dit un jour, « Les gens sous-estiment toujours les femmes de ton âge. Ils pensent que vous êtes technologiquement dépassée, financièrement naïve. C'est leur plus grande erreur. » Elle ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière un tableau et en sortit un classeur épais. Tous leurs documents importants étaient là. Actes de propriété, contrats d'assurance, relevés bancaires, testament. Méthodiquement, elle commença à étudier chaque document, prenant des notes, calculant, planifiant. Les heures passèrent, mais la détermination d'Élisabeth ne faiblissait pas. Quand l'aube commença à poindre, elle avait un plan. Pas une ébauche, pas une idée, un plan complet, détaillé, implacable. Elle ferma le classeur avec un claquement sec et se permit enfin un vrai sourire. « Tu avais raison, Antoine », murmura-t-elle au portrait de son mari qui trônait sur le bureau. « Il nous sous-estime. » Les jours suivants furent d'une activité frénétique, mais parfaitement orchestrée. Élisabeth commença par appeler son notaire, pas celui que ses fils connaissaient, mais un second, dans une autre ville, qu'Antoine et elle avaient consulté pour certaines affaires privées. Elle prit ensuite rendez-vous avec son banquier, puis avec un agent immobilier recommandé par une amie de confiance. Parallèlement, elle jouait son rôle à la perfection. Elle visita les jardins de Montmorency avec ses fils, s'extasiant sur la salle de cinéma et le jardin paysager. Elle acquiesça quand Philippe lui expliqua les avantages de diversifier son portefeuille. Elle sembla émue aux larmes quand Étienne lui parla de sa sécurité future. « J'ai besoin d'un peu de temps », leur dit-elle avec une fragilité calculée. « Pour me faire à l'idée, vous comprenez ? Pour dire au revoir à la maison. » Ses fils échangèrent un regard de connivence qu'ils croyaient discret. « Bien sûr, maman, » dit Philippe, d'une voix douce. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous sommes là pour t'aider. »« Je sais, » répondit-elle avec un sourire triste. « Je sais que vous êtes là pour moi. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en coulisses, Élisabeth agissait avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant sa symphonie finale. La maison fut discrètement mise en vente, mais pas par l'agent que Philippe avait suggéré. Des comptes bancaires furent ouverts, d'autres fermés. Des arrangements furent pris, des contrats signés. 3 semaines après le dîner fatidique, Élisabeth invita ses fils à prendre un café chez elle. « J'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit », annonça-t-elle en leur servant un café dans les tasses en porcelaine qu'ils avaient toujours trouvées trop précieuses, trop fragiles. « Comme maman », plaisantait-il parfois. « Je crois que vous avez raison », poursuivit Élisabeth, observant avec une satisfaction secrète les expressions de soulagement qui se dessinaient sur les visages de Philippe et Étienne. « Cette maison est trop grande pour moi maintenant. Et vos arguments sur la sécurité financière sont très convaincants. » Philippe se pencha en avant, incapable de dissimuler complètement son excitation. « Tu as pris la bonne décision, maman. Tu verras, tu te sentiras tellement plus légère sans tous ces soucis. »« Oui, » dit-elle doucement, « je me sens déjà plus légère. En fait, j'ai pris plusieurs décisions ces dernières semaines. » Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Étienne. « Plusieurs décisions ?» répéta-t-il, avec une note d'inquiétude. « Oui, voyez-vous, après notre dîner, j'ai réalisé que je devais prendre ma vie en main. Alors, j'ai agi. » Elle se leva et alla chercher une enveloppe dans le buffet. En revenant, elle remarqua que ses fils s'étaient imperceptiblement rapprochés l'un de l'autre, comme 2 enfants sentant venir une réprimande. « J'ai vendu la maison », annonça-t-elle calmement. Un silence stupéfait suivit cette déclaration. « Tu... quoi ?» balbutia Philippe, son visage passant de la surprise à la consternation. « J'ai vendu la maison », répéta Élisabeth en déposant l'enveloppe sur la table. « L'acte de vente a été signé hier. Les nouveaux propriétaires emménagent dans 3 semaines. » Mais comment? Avec quel agent? Pourquoi ne pas nous avoir consultés? La voix d'Étienne montait dans les aigus.
un tic qu'il avait depuis l'enfance quand les choses échappaient à son contrôle. Marie-Claude Leblanc, une excellente agente immobilière, et je ne vous ai pas consulté parce que je suis encore légalement apte à prendre mes propres décisions. Élisabeth sourit doucement. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Que je prenne des initiatives pour mon avenir? Philippe se ressaisit le premier, son esprit calculateur reprenant rapidement le dessus. C'est une excellente nouvelle, maman. Et à quel prix l'as-tu vendu? 1 200 000 €, répondit-elle simplement. Les yeux de ses fils s'écarquillèrent simultanément. La maison valait à peine 1 million dans les estimations les plus optimistes. C'est extraordinaire, dit Philippe, visiblement impressionné malgré lui. Comment as-tu? Les acheteurs cherchaient exactement ce genre de propriété. Ils étaient prêts à payer au-dessus du prix du marché pour l'avoir rapidement. Et maintenant, tu vas t'installer au jardin de Montmorency? Demanda Étienne, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Élisabeth prit une longue gorgée de café avant de répondre. Non. Un autre silence. Non, j'ai trouvé un autre arrangement, dit-elle calmement, plus adapté à mes besoins. Philippe et Étienne échangèrent un regard alarmé. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Leur mère était censée suivre leur plan, pas en créer un de son côté. Quel genre d'arrangement? Demanda Philippe avec une feinte nonchalance. J'y viendrai dans un instant, répondit Élisabeth. Mais d'abord, j'ai d'autres nouvelles à vous annoncer. J'ai également liquidé tous mes placements financiers. Cette fois, Philippe ne put contenir sa réaction. Tu as quoi? Il se leva brusquement, renversant presque sa tasse. Maman, c'est de la folie. Ces investissements étaient prévus pour ta sécurité à long terme. Pour ton héritage. Ah, pensa Élisabeth, encore ce mot, l'héritage. Le vrai motif derrière toute cette mascarade de préoccupation filiale. Pour être tout à fait transparente, poursuivit-elle, comme si elle n'avait pas remarqué l'explosion de son fils, j'ai aussi encaissé l'assurance vie de votre père et vendu les actions qu'il détenait dans son ancienne entreprise. Étienne s'était figé, son visage devenant d'une pâleur inquiétante. « Maman, qu'as-tu fait de tout cet argent ?» Élisabeth se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jardin qu'Antoine avait tant aimé resplendissait sous le soleil printanier. Bientôt, d'autres mains s'en occuperaient. D'autres voix résonneraient entre ces murs. La vie continuerait, différemment. « J'ai fait un don », dit-elle finalement en se retournant vers ses fils. « Un don ?» répéta Philippe d'une voix blanche. « Oui, à plusieurs organisations caritatives, en fait. La Fondation pour l'autonomie des personnes âgées, l'Association contre l'exploitation financière des seniors, le Fonds de recherche sur la dignité en fin de vie. » Elle marqua une pause, savourant l'incrédulité totale qui se peignait sur leur visage. « Des causes qui me tiennent à cœur. Tu as tout donné ?» La voix d'Étienne n'était plus qu'un murmure horrifié. « Vous avez des carrières solides, » continua Élisabeth, sa voix douce mais ferme. « Des maisons magnifiques, des voitures de luxe, des vacances exotiques. Vos enfants vont dans des écoles privées. Cet argent fera beaucoup plus de bien à des personnes qui en ont vraiment besoin qu'à vous qui vivez déjà confortablement. » Le silence qui suivit était assourdissant. Puis, comme si un barrage avait cédé, la fureur de Philippe explosa. « Tu as perdu l'esprit !» hurla-t-il, son visage devenant écarlate. « C'était notre héritage. Tu n'avais pas le droit ? C'était mon argent, » répondit calmement Élisabeth, « et celui de votre père. Nous l'avons gagné ensemble, toute notre vie. Il n'a jamais été question d'un droit à cet argent pour vous. »« Je suis avocat !» s'écria Étienne en se levant à son tour. « Je vais contester cette donation. Tu n'étais manifestement pas dans ton état normal. »« Vous pouvez essayer, » dit Élisabeth avec un sourire tranquille. Mais chaque document a été soigneusement vérifié par 2 notaires et un avocat spécialisé. J'ai même passé une évaluation psychologique complète avant de procéder, justement pour éviter ce genre de contestation. Les 2 frères la regardèrent maintenant comme si elle était une étrangère. D'une certaine façon, peut-être l'était-elle devenue à leurs yeux, non plus la mère docile et prévisible qu'ils croyaient pouvoir manipuler, mais une femme déterminée à vivre selon ses propres termes. « Pourquoi ?» demanda finalement Philippe,
la voix tremblante de rage contenue. « Pourquoi nous faire ça ?» Élisabeth le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Parce que vous m'avez montré exactement qui vous étiez le soir de ce dîner. Vous n'étiez pas inquiet pour ma sécurité ou mon bien-être. Vous étiez inquiet pour votre héritage. Vous vouliez me parquer dans une résidence dorée pendant que vous gériez, ou devrais-je dire, dépensiez, mon argent. » Elle se rassit calmement, lissant un pli imaginaire sur sa jupe. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un avion à prendre demain matin. »« Un avion ?» répéta Étienne abasourdi. « Pour aller où ?» Le sourire d'Élisabeth s'élargit légèrement. « C'est la partie la plus intéressante de mon arrangement. Voyez-vous, je n'ai pas tout donné. » Un éclair d'espoir traversa les yeux de Philippe, rapidement remplacé par une lueur calculatrice. « Combien t'as-tu gardé ?» demanda-t-il, tentant de maintenir un ton neutre malgré l'avidité évidente dans sa voix. Élisabeth se leva et alla chercher son ordinateur portable posé sur le secrétaire. Un objet qu'Antoine lui avait offert pour son 60e anniversaire, insistant qu'elle devait rester connectée au monde moderne. À l'époque, elle avait gentiment protesté, disant qu'elle était trop vieille pour ces gadgets. Comme Antoine aurait ri de voir à quel point il avait eu raison. « 30%, répondit-elle en revenant s'asseoir. J'ai fait don de 70% de ma fortune totale. Un calcul rapide se fit dans les yeux de Philippe. Même 30% représentaient une somme considérable, plusieurs centaines de milliers d'euros. « Et tu comptes faire quoi de cet argent ?» demanda Étienne, essayant visiblement de reprendre contenance, de retrouver le contrôle professionnel qui faisait sa réputation au tribunal. Élisabeth ouvrit son ordinateur et le tourna vers ses fils. Sur l'écran s'affichait une interface qu'ils ne reconnurent pas immédiatement. « Vous savez ce qu'est le Bitcoin ?» demanda-t-elle avec une nonchalance étudiée. Les deux frères la regardèrent comme si elle venait de parler une langue étrangère. « La crypto-monnaie ?» balbutia Philippe, qui en avait vaguement entendu parler dans les cercles financiers qu'il fréquentait. « Ce truc de spéculation sur Internet ?» Exactement. Une monnaie numérique, décentralisée, impossible à saisir par les banques traditionnelles ou les gouvernements. Élisabeth cliqua sur quelques touches et fit pivoter l'écran pour qu'il puisse mieux voir. J'ai converti la totalité de mes réserves restantes en Bitcoin, stockées dans ce qu'on appelle un portefeuille froid, complètement déconnecté d'Internet, sauf quand j'en décide autrement. Elle sortit de sa poche ce qui ressemblait à une clé USB légèrement plus sophistiquée que la moyenne. Tout est là-dedans, invisible pour le système bancaire traditionnel, inaccessible à quiconque ne possède pas les codes d'accès. Philippe et Étienne fixaient le petit appareil avec une incrédulité mêlée d'horreur. Leur mère, la femme qui demandait encore parfois de l'aide pour programmer son magnétoscope, venait de leur annoncer qu'elle avait converti une fortune en monnaie numérique. « Tu ne peux pas être sérieuse ?» dit finalement Philippe. « C'est de la folie. Ces trucs ne sont pas sûrs. Tu pourrais tout perdre. » « Ou tout gagner, » répondit calmement Élisabeth. Antoine suivait le Bitcoin depuis des années. Il n'a jamais investi lui-même. Trop conservateur, comme moi, mais il disait toujours que c'était l'avenir. Une façon de reprendre le contrôle de son argent face aux banques. Je crois qu'il aurait apprécié l'ironie de la situation. « Mais, maman, » intervint Étienne, adoptant maintenant le ton patient qu'il utilisait avec les témoins difficiles, « tu ne comprends pas vraiment ce dans quoi tu t'embarques. Ces technologies sont complexes, risquées. J'ai passé les 3 dernières semaines à étudier le sujet jour et nuit, » le coupa Élisabeth. « J'ai lu des livres, suivi des tutoriels en ligne, consulté des experts. Je comprends parfaitement ce que je fais. » Elle referma doucement son ordinateur. « C'est fascinant, en fait, de découvrir tout un monde qui existait sous mes yeux sans que je le remarque. Une sorte de renaissance intellectuelle. » Philippe se passa une main tremblante sur le visage. « Et cet avion? Où vas-tu » Le sourire d'Élisabeth s'élargit légèrement. « En Grèce. Plus précisément, sur l'île de Santorin. »« Santorin » répéta Étienne. « Mais pourquoi ? Votre père et moi y avons passé notre lune de miel. Nous avions toujours rêvé d'y retourner pour nos 45 ans de mariage. » Sa voix faiblit légèrement à ce souvenir. « Ce ne sera pas comme nous l'avions imaginé, bien sûr. Mais je pense qu'Antoine aurait voulu que j'y aille quand même. Pour des vacances, donc.
demanda Philippe, un soupçon d'espoir dans la voix. Peut-être que ce n'était qu'une crise passagère, un caprice de veuve en deuil. Non. Élisabeth se leva et alla se poster devant la fenêtre, contemplant une dernière fois le jardin qu'elle allait quitter. J'ai acheté une petite maison là-bas. Rien d'extravagant. 3 pièces avec une terrasse donnant sur la mer. J'y emménage définitivement. Le silence qui suivit cette déclaration était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Tu déménages en Grèce » articula finalement Étienne, comme s'il avait du mal à comprendre chaque mot. « Oui, mon visa est déjà arrangé. Je bénéficie du programme pour retraités étrangers. La Grèce est très accueillante pour les seniors avec des revenus stables. »« Mais tes petits-enfants » s'exclama Philippe. « Ta famille, tu ne peux pas juste partir. » Élisabeth se retourna lentement, une expression indéchiffrable sur le visage. « Mes petits-enfants, les mêmes que je n'ai vus que 3 fois l'année dernière, malgré mes invitations répétées, la même famille qui a organisé un dîner pour me convaincre de me débarrasser de ma maison et de mes biens. » Sa voix restait douce, mais chaque mot portait le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. « Vous n'avez pas besoin de moi dans votre vie quotidienne. Vous l'avez démontré amplement ces dernières années, et plus particulièrement depuis la mort de votre père. Ce que vous vouliez, c'était mon argent, pas ma présence. » Philippe se leva brusquement. « C'est ridicule. Nous nous sommes toujours souciés de toi. »« Vraiment ?» demanda Élisabeth avec une douceur dangereuse. « Alors pourquoi n'êtes-vous jamais venu me voir après les funérailles de votre père? Pourquoi n'avez-vous jamais appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Sans arrière-pensée? Pourquoi avez-vous attendu 3 mois pour m'inviter à dîner, et seulement pour me parler d'argent ?» Les 2 frères restèrent silencieux, incapables de soutenir son regard. « Je ne vous en veux pas, » poursuivit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Vous êtes les produits de votre époque, de votre milieu. L'argent, le statut, les apparences, c'est ce qui compte pour vous. Je l'ai toujours su, et Antoine aussi. Nous espérions juste que l'amour serait plus fort que tout ça. » Elle s'approcha de ses fils et, contre toute attente, posa une main douce sur la joue de chacun d'eux, comme lorsqu'ils étaient enfants. « Je vous aimerai toujours. Vous êtes mes fils. Mais je dois vivre ce qu'il me reste de vie selon mes propres termes. » Philippe recula, comme brûlé par ce contact. « Tu le regretteras, » dit-il d'une voix froide. « Quand tu seras seul là-bas, malade peut-être, sans personne pour t'aider, tu nous appelleras en pleurant. » Élisabeth sourit tristement. « Peut-être, mais je préfère risquer la solitude choisie que de vivre entourée de personnes qui ne voient en moi qu'un compte en banque sur pattes. » Elle se dirigea vers la porte, signifiant clairement que l'entretien était terminé. « Je pars demain à midi. Mon avion décolle à 14h30. Si vous souhaitez me dire au revoir, vous savez où me trouver jusqu'à 10h du matin. » Les 2 frères se levèrent, hébétés, comme des somnambules. Sur le pas de la porte, Étienne se retourna une dernière fois. « Tu ne peux pas nous faire ça, » dit-il, la voix tremblante entre colère et incrédulité. « Nous sommes ta famille. »« Oui, » répondit doucement Élisabeth, « et c'est précisément pourquoi ce que vous avez fait me blesse tellement. » La porte se referma sur ses fils, et Élisabeth s'appuya contre le battant, le cœur battant. Elle avait réussi à maintenir sa façade de calme tout au long de cette confrontation. Mais maintenant, seule, elle sentait ses jambes trembler. Elle se laissa glisser lentement jusqu'au sol, les larmes qu'elle avait retenues coulant librement sur ses joues. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Dans ses rêves les plus fous, elle avait imaginé ses fils réalisant leur erreur, s'excusant, promettant de changer. Mais leur réaction, la fureur de Philippe, le choc d'Étienne, n'avaient fait que confirmer ce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même. Il ne voyait en elle qu'un moyen d'accéder à une fortune. « Antoine, » murmura-t-elle dans le silence de la maison, « j'aurais tant voulu que tu te trompes sur eux. » Elle resta ainsi de longues minutes, puis, avec un soupir profond, elle se releva. Il y avait encore tant à faire avant son départ. Elle monta lentement l'escalier vers sa chambre, où 2 valises à moitié remplies attendaient sur le lit. La plupart de ses affaires avaient déjà été données ou vendues. Elle avait décidé de voyager léger pour cette nouvelle vie. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle prit la photo de son mariage. Elle et Antoine, si jeunes, si pleins d'espoir,
et la glissa délicatement entre deux pulls. Une partie d'elle-même se demandait si ses fils viendraient à lui dire au revoir le lendemain. Une autre partie savait déjà qu'ils ne viendraient pas. Tandis qu'elle continuait à préparer ses bagages, son téléphone sonna. Le nom de Claire, sa belle-fille, s'affichait sur l'écran. Élisabeth hésita un instant, puis décrocha. « Élisabeth, c'est Claire. » La voix de sa belle-fille tremblait légèrement. « Philippe vient de rentrer. Il m'a tout raconté. »« Je m'en doutais, » répondit calmement Élisabeth. « Comment avez-vous pu faire ça ?» Les mots sortaient précipitamment, comme si Claire ne pouvait plus les contenir. « Nous avions tout planifié. La résidence, la gestion de votre patrimoine, tout. Et vous, vous avez tout donné à des étrangers. » Élisabeth ferma les yeux un instant, assimilant le choc de cette confession involontaire. « Tout planifié » répéta-t-elle doucement. « Depuis combien de temps, Claire? Depuis combien de temps complotez-vous pour mettre la main sur mon argent ?» Un silence coupable lui répondit. « Philippe est dévasté » reprit Claire, changeant de tactique. « Il ne dort pas. Il fait les 100 pas dans le salon. Vous vous rendez compte de ce que vous lui faites subir? À votre propre fils? Philippe est contrarié parce qu'il voit s'envoler un héritage sur lequel il comptait déjà, » répondit Élisabeth, d'une voix ferme. « Ce n'est pas la même chose qu'être dévasté par la perte d'un être cher. »« Vous êtes injuste, » protesta Claire. « Nous voulions juste vous protéger. »« Me protéger ?» Élisabeth laissa échapper un rire sans joie. « En me dépouillant de mon autonomie, de ma maison, de mes décisions, c'est une étrange façon de protéger quelqu'un, tu ne trouves pas ?» Elle entendit Claire prendre une inspiration tremblante. « Vous le regretterez, » dit-elle finalement, faisant écho aux paroles de Philippe. « Quand vous serez toute seule dans ce pays étranger, sans personne pour s'occuper de vous, vous nous supplierez de revenir. »« Peut-être, » admit Élisabeth, « mais au moins, j'aurais vécu selon mes propres choix, pas selon un scénario écrit par d'autres pour servir leurs intérêts. » Elle raccrocha, avant que sa belle-fille ne puisse répondre, sentant une étrange sérénité l'envahir. Toutes les cartes étaient désormais sur la table. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de masques, juste la vérité nue, douloureuse, mais libératrice. Le lendemain matin, Élisabeth se réveilla avant l'aube. Elle avait à peine dormi, mais se sentait étrangement alerte, comme si chaque cellule de son corps était consciente du tournant que prenait sa vie. Elle s'habilla avec soin, un tailleur bleu marine qu'Antoine aimait particulièrement, le collier de perles qu'il lui avait offert, une touche légère de son parfum favori. Puis elle descendit prendre son dernier petit déjeuner dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de moments de sa vie. Les anniversaires, les Noëls, les disputes et les réconciliations, les rires et les larmes. Étrangement, elle ne ressentait pas la nostalgie à laquelle elle s'était attendue. Juste une douce mélancolie teintée d'excitation pour ce qui l'attendait. À 9 heures, la sonnette retentit. Ce n'était pas ses fils, elle le savait déjà, mais le chauffeur qu'elle avait réservé pour l'emmener à l'aéroport. Elle lui demanda poliment d'attendre encore 1 heure, au cas où. Mais 10 heures sonna sans que personne d'autre ne se présente. Élisabeth fit un dernier tour de la maison, touchant les meubles familiers, regardant une dernière fois par les fenêtres qui avaient encadré tant de levées et de couchers de soleil. Puis, elle prit ses valises et sortit sans se retourner. Dans la voiture qui l'emmenait vers l'aéroport, elle sortit son téléphone et vérifia ses messages. Rien de Philippe, rien d'Étienne. Elle n'était pas surprise, mais quelque chose en elle, l'éternelle mère, peut-être, avait espéré malgré tout. À l'aéroport, les formalités se déroulèrent sans encombre. Son visa était en règle, ses billets prêts. Dans la salle d'embarquement, assise face aux grandes baies vitrées qui donnaient sur les pistes, elle se permit un moment de doute. Était-elle folle de tout quitter ainsi? De partir seule, à 62 ans, pour recommencer sa vie dans un pays étranger? Puis elle se souvint du visage de Philippe quand il avait parlé de gérer son argent, de Claire mentionnant le bingo comme si c'était le summum de ce qu'une femme de son âge pouvait espérer de la vie. Non, elle n'était pas folle, elle se libérait. Embarquement immédiat pour le vol Air France à destination d'Athènes, annonça une voix dans les haut-parleurs. Élisabeth se leva, rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte d'embarquement. Au moment de présenter son billet,
Elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message. Elle attendit d'être installée dans son siège, le cœur battant malgré elle, pour regarder qui avait essayé de la joindre. C'était un SMS de Philippe. « Tu as gagné. Dis-nous combien tu veux pour revenir et oublier toute cette histoire. » 46. Elisabeth fixa l'écran un long moment, puis éclata d'un rire qui fit se retourner sa voisine de siège. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, Philippe pensait encore que tout se résumait à une question d'argent. Il n'avait toujours pas compris. Elle éteignit son téléphone sans répondre et le rangea dans son sac. L'avion s'élança sur la piste, puis s'éleva dans le ciel parisien, emportant Elisabeth vers sa nouvelle vie. 3 semaines plus tard, elle était assise sur la terrasse de sa petite maison blanche à Santorin, contemplant le bleu profond de la mer Égée. La brise légère portait le parfum des fleurs qui débordaient des jardinières qu'elle avait installées. Sur la table devant elle, son ordinateur portable affichait le cours du Bitcoin, qui avait encore augmenté depuis son arrivée. Elle avait reçu plusieurs appels et messages de ses fils durant les premiers jours. Des supplications, des menaces, des tentatives de manipulation. Puis, quand ils avaient compris qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision, le silence. Un silence qui lui avait fait mal au début, mais qu'elle avait fini par accepter comme la confirmation définitive de ce qu'elle savait déjà. Leur intérêt n'avait jamais été pour elle, mais pour ce qu'elle possédait. Cependant, elle n'était pas aussi seule qu'ils l'avaient prédit. Elle avait rencontré d'autres expatriés, des femmes surtout, certaines dans des situations étrangement similaires à la sienne. Elles se réunissaient régulièrement pour des dîners, où le rire fusait plus souvent que les larmes. Elle avait commencé à prendre des cours de grec, s'émerveillant de sa capacité à apprendre une nouvelle langue à son âge. Et hier, elle avait reçu un email inattendu. L'Association contre l'exploitation financière des seniors, l'une des organisations à qui elle avait fait un don, lui proposait de devenir leur porte-parole pour sensibiliser d'autres personnes âgées au risque de manipulation familiale. Elisabeth sourit en sirotant son café. Antoine aurait été fier d'elle. « Les gens sous-estiment toujours les femmes de ton âge », lui avait-il dit. Il avait eu raison, comme souvent. Son téléphone vibra. Pas le français, qu'elle gardait éteint la plupart du temps, mais le nouveau, grec, qu'elle utilisait pour sa nouvelle vie. C'était un message de Maria, une voisine qui l'avait prise sous son aile dès son arrivée. « Dîner ce soir ? J'ai fait de la moussaka. »« Avec plaisir », répondit Elisabeth en souriant. Elle leva les yeux vers l'horizon infini, respirant profondément l'air marin. À 62 ans, quand d'autres se préparaient à une retraite tranquille et prévisible, elle avait trouvé le courage de tout recommencer, de se réinventer, de rappeler au monde et à elle-même qu'elle était bien plus que la mère de Philippe et Étienne, bien plus que la veuve d'Antoine. Elle était Elisabeth Moreau, et sa vie ne faisait que commencer. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre compagnie et votre café, et à la prochaine histoire.